Alors effectivement, on va parler d'un petit peu plus près des nouveaux programmes, enfin des programmes qui vont entrer en vigueur à la rentrée 2016 pour l'école élémentaire et le collège. Donc ils font suite à la publication du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui définit les finalités de la scolarité obligatoire. Et ces textes ont été précédés par la publication aussi d'un nouveau programme de maternelle qui est entré en vigueur dès cette année. Et on voit bien que c'est l'ensemble des programmes qui ont été revus pour atteindre les grands objectifs fixés par le socle commun. Alors qu'en est-il, la question qui m'était posée, c'est donc qu'en est-il de la lecture dans ces programmes et quelles évolutions peut-on mettre en évidence par rapport aux programmes de 2008 qui sont les programmes actuellement en vigueur pour l'école élémentaire et le collège. Je ne vais pas refaire des comparaisons sur la longue durée parce que bon, les 20 minutes n'y suffiraient pas, donc je vais m'en tenir vraiment aux évolutions les plus récentes. Alors avant de répondre à ces questions, quelques mots pour rappeler comment ces programmes ont été conçus, puisque ça aussi, c'est quand même une façon assez nouvelle de faire. Ils ont été conçus, le Conseil supérieur des programmes, qui était une instance mise en place par la nouvelle loi de refondation, a chargé 3 groupes, un par cycle, d'élaborer des projets de programme. Et ce que je voulais dire, c'est que leur travail s'est appuyé sur les contributions d'une centaine d'experts. Et en ce qui concerne plus particulièrement la lecture, une dizaine d'universitaires ont été sollicités. Et une bonne partie, d'ailleurs, sont les mêmes que ceux que vous entendrez au cours de cette conférence. Ce qui veut dire qu'au fond, au sein du CSP, du Conseil supérieur des programmes, une conférence de consensus a déjà eu lieu afin de faire des choix éclairés par les résultats de la recherche. Autre précision liminaire, la loi de refondation de l'école, donc du 8 juillet 2013, a modifié les cycles qui organisent la scolarité. Et il se présente désormais de la façon suivante. Donc le cycle 1 qui correspond à la maternelle, le cycle des apprentissages premiers, le cycle 2 qui couvre le CP, le CE1 et le CE2, qui est celui des apprentissages fondamentaux, le cycle 3, CM1, CM2, 6e, cycle de consolidation, et enfin le cycle 4 pour la fin du collège. Alors, il faut souligner 3 conséquences importantes de cette redéfinition des cycles, qui ne sont pas sans incidence sur l'apprentissage de la lecture. Désormais, la grande section de maternelle ne fait plus partie du cycle 2. Et la maternelle redevient un cycle unique avec sa spécificité pour poser les bases des futurs apprentissages. Le cycle des apprentissages fondamentaux est prolongé jusqu'à la classe de CE2, ce qui donne une année de plus pour consolider notamment les fondamentaux de la lecture pour tous les élèves. Et enfin, la classe de 6e fait désormais partie du cycle 3 et est ainsi fortement reliée aux 2 dernières classes de l'école primaire. Les nouveaux programmes eux-mêmes ont été écrits selon une logique curriculaire, c'est-à-dire qu'ils fixent ce que les élèves doivent avoir acquis à la fin des 3 années du cycle. Mais ils ne précisent pas année par année les étapes de ces apprentissages. Alors, les programmes, ce n'est pas une nouveauté pour l'école primaire, puisque les programmes de l'école primaire étaient déjà écrits selon cette logique de cycle, et cela depuis 1995, mais ceux de 2008, les programmes actuels, donc, ont été complétés en annexe par une progression annuelle. Des programmes sans repère annuel sont en revanche une nouveauté pour le collège. Alors, cette différence de conception dans l'écriture, je dirais, programme annuel versus programme de cycle, ainsi que la réorganisation des cycles, ne permettent pas, du coup, une comparaison systématique année par année des programmes de 2008 et de ceux de 2015. Donc, je vais surtout essayer de dégager de grandes évolutions et en mettant en évidence la continuité de l'école au collège que permettent d'établir ces nouveaux programmes qui ont été conçus simultanément dans le même cadre et avec la même logique, ce qui est une première, je crois, dans notre système éducatif. Alors, quand même un passage par le cadre, puisque le socle commun de connaissances, de compétences et de culture est le cadre de ces nouveaux programmes et donc fixe les grands objectifs de la scolarité obligatoire. Alors, la lecture dans ce socle n'est pas isolée en tant que telle. Elle relève du domaine 1, qui s'intitule « Les langages pour penser et communiquer », en particulier donc de la partie qui concerne la langue française, comprendre, s'exprimer en utilisant langue française à l'oral et à l'écrit. Elle concerne toujours dans le même domaine comprendre, s'exprimer en langue étrangère ou régionale, et également comprendre, s'exprimer en utilisant les langages scientifiques. Elle apparaît donc dans ce domaine 1, la lecture comme une composante de la compréhension qui donne accès à des textes, à des informations,
Des informations qui d'ailleurs vont pouvoir prendre aussi la forme de plans, de cartes, de tableaux. Tous ces mots-là font partie de cette partie, de ce domaine du socle. Ce n'est pas moi qui les rajoute. Donc de graphiques, de diagrammes. La lecture n'y est pas séparée non plus de la capacité à écrire, on en parlait tout à l'heure, cette question de l'écriture, et à produire des formes de représentation diverses. Elle s'inscrit donc dans l'ensemble que constitue la culture de l'écrit. Et effectivement, le terme qui conviendrait ici, c'est celui de littératie, mais qui pour l'instant n'a pas encore trouvé, sa place officiellement dans la langue française, en tout cas en France. Elle engage, donc on la traduit généralement, enfin PISA traduit par reading literacy, par compréhension de l'écrit, et c'est le terme qui est, je dirais, équivalent. Elle engage donc la lecture dans le socle, la compréhension de documents de nature très différente, et conditionne l'accès à d'autres savoirs, ainsi qu'au plaisir de lire, dont il est également question. Elle suppose, comme pour les différents langages, et là je cite, la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations, mais aussi une adaptation à la diversité des textes et des documents à lire et à comprendre. Il est dit notamment que l'élève adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Et elle suppose enfin la capacité à construire le sens en mettant en relation des informations. On la retrouve également dans le domaine 2, qui demande que les méthodes et outils pour comprendre, c'est le nom du domaine, fassent l'objet, et là je cite, d'un apprentissage explicite en situation dans tous les enseignements. Et parmi ces situations, on pointe plus particulièrement celle qui consiste, là encore je cite, à comprendre un document écrit. Enfin, le domaine 5 va rappeler l'importance d'une forme particulière de lecture, celle de la littérature, pour la compréhension du monde, la formation du jugement et de la sensibilité, la réflexion sur soi et sur les autres, et le développement des capacités d'imagination. Ce rapide parcours du socle montre bien, si on pouvait en douter, que la lecture est une activité aux dimensions multiples et qui est largement transversale aux différents enseignements. Alors, dans les programmes eux-mêmes, dans la mesure où la capacité à lire prend appui sur la connaissance de la langue et son fonctionnement, et de son fonctionnement, c'est donc traditionnellement dans le programme de français qu'on va retrouver la description et l'explicitation des modalités de l'apprentissage de la lecture. Néanmoins, on va dire que de manière plus explicite que dans les précédents, les nouveaux programmes demandent que la compréhension en lecture fasse l'objet d'un enseignement spécifique dans les différentes disciplines. Alors, et les horaires de l'école élémentaire indiquent d'ailleurs qu'un temps important dans tous les champs disciplinaires doit être occupé par des activités langagières dont la lecture fait partie. Alors, où trouve-t-on ces indications concernant la lecture comme compétences transdisciplinaires dans les nouveaux programmes? Bien, on va les trouver dans ce qu'on appelle le volet 2 du programme, celui qui précise les contributions essentielles des enseignements au socle. Je vous lis par exemple pour le cycle 3. En histoire, en géographie et en sciences, on s'attachera à travailler la lecture, la compréhension et la production des différentes formes d'expression et de représentation, en lien avec les apprentissages des langages scientifiques. On trouve également la lecture dans la partie croisement entre enseignements du programme de français. Par exemple, pour cycle 2 et le cycle 3, on peut lire les activités d'oral, de lecture, d'écriture sont intégrées dans l'ensemble des enseignements quotidiennement. Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de textes et d'illustrations associés. En cycle 3, on ajoute de tableaux, de schémas ou autres formes de langage écrit, et on précise que ces textes et documents sont donnés sur support traditionnel ou numérique. Pour la 6e, il est dit qu'il appartient à chaque professeur du collège d'identifier dans les programmes des éléments pour lesquels sa discipline contribue pleinement à la construction des compétences en lecture et en écriture. Et puis enfin, on va trouver dans les programmes des disciplines eux-mêmes des compétences spécifiques, par exemple en langue vivante, bien sûr, avec la compétence lire et comprendre, en histoire-géographie, la compétence comprendre un document, en sciences, avec la compétence exploiter un document constitué de divers supports pour le cycle 3, lire et comprendre des documents scientifiques, en physique-chimie pour le cycle 4, lire et exploiter des données présentées sous différentes formes pour les sciences de la vie et de la Terre au cycle 4. Donc voilà pour la lecture, je dirais, comme compétence transversale. Maintenant, qu'en est-il? Regardons peut-être de plus près le programme de français.
Et donc on voit bien qu'il prend en compte les deux grandes composantes de la lecture, hein, je n'insiste pas, l'identification des mots écrits d'un côté, et la compréhension qui est elle-même une activité cognitive multidimensionnelle. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors je ne veux pas non plus revenir ici sur l'apprentissage du code, hein, c'est pas le sujet du jour, mais donc cette question des correspondances notamment entre phonèmes et graphèmes et de leur l'identification des mots de manière plus générale. Bon, évidemment, cet apprentissage a toute sa place, a une place très importante au cycle 2, et comme l'indique clairement le nouveau programme de maternelle, cet apprentissage est préparé au cycle 1 par le développement de la conscience phonologique et la découverte du principe alphabétique, et non pas par l'apprentissage systématique des relations entre forme orale et écrite qui, elle, est réservée au cours préparatoire. Donc le programme du nouveau cycle 2 se situe dans la continuité du programme actuel, donc celui de 2008, si ce n'est, je l'ai dit tout à l'heure, que l'allongement du cycle jusqu'au CE2 va permettre, là je cite, les révisions nécessaires à la maîtrise du code et les entraînements pour parvenir à une réelle automatisation de l'identification des mots. Et je signale également rapidement que le programme du cycle 3 demande de consolider ces apprentissages pour les élèves qui en ont besoin et de veiller notamment au développement d'une lecture suffisamment fluide pour libérer des capacités d'attention, bien sûr, mais une lecture aussi qui prenne en compte les groupes syntaxiques et les points de repère que constituent la ponctuation. Donc il y a tout un travail, effectivement, prévu à la fois sur le code et l'automatisation de la lecture. Mais c'est surtout dans le domaine de la compréhension qu'on a une évolution significative, hein, en tout cas que les programmes marquent une évolution significative. D'une part, ils précisent les différentes habiletés que suppose la compréhension. Alors, l'enseignement de la compréhension figurait déjà dans les programmes de l'école élémentaire, hein, en particulier dans le programme de 2002, dans le programme de 2008 également, mais elle était limitée à des repérages linguistiques, c'est-à-dire que ce n'était pas pris en compte de manière, enfin, dans toutes ces dimensions. Mais là encore, hein, je pense qu'on y reviendra cet après-midi avec l'intervention de Maryse Bianco, mais donc les nouveaux programmes s'efforcent de préciser les différentes habiletés requises par la compréhension. D'autre part, et ça c'est l'autre évolution importante, les programmes introduisent une continuité et une progressivité de la maternelle au collège dans ces apprentissages concernant la compréhension, parce que la compréhension, en revanche, ne figurait pas jusqu'ici dans le programme de français du collège. Et dès la maternelle, en effet, les élèves sont amenés à écouter des histoires racontées ou des textes lus, et là on est bien ici dans ce rapport entre l'oral et l'écrit, de manière à développer leur capacité de compréhension, et en particulier leur compréhension de l'écrit. Mais on peut aussi pour cela partir de l'oral. Et de manière significative ensuite, les programmes des cycles 2, 3 et 4 ont choisi d'intituler la partie lecture, s'appelle en fait lecture et compréhension de l'écrit. Donc c'est aussi quelque chose de nouveau. Et la partie consacrée à la compétence, c'est cette partie qui est consacrée à la compétence lire, précise les processus à mettre en œuvre pour comprendre. Alors je cite rapidement le programme du cycle 2, vous avez la citation sur la diapositive. La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Dans la diversité des situations de lecture, les élèves sont conduits à identifier les buts qu'ils poursuivent et les processus à mettre en œuvre. Ces processus sont travaillés à de multiples occasions, mais toujours de manière explicite. Bon, j'abrège ici la citation. Le programme du cycle 3, lui, demande que soit poursuivi cet apprentissage explicite de la compréhension. Et les deux programmes vont détailler dans la partie connaissances et compétences associées du tableau qui est consacré à la lecture et à la compréhension de l'écrit. Donc ils vont détailler ce qu'il faut entendre par la mise en œuvre d'une démarche de compréhension et quelles connaissances il faut amener les élèves à mobiliser pour comprendre. Le tableau du cycle 4, lui, insiste pour sa part sur la reconnaissance des implicites, sur les inférences à faire pour comprendre des textes qui vont en se complexifiant. Les programmes introduisent également, et c'est une nouveauté, il en était question tout à l'heure en ouverture, une dimension métacognitive dans les apprentissages. Il s'agit en effet de développer chez les élèves la conscience des processus à mettre en œuvre pour comprendre, la capacité à identifier les difficultés qu'ils rencontrent, quand ils en rencontrent, et puis surtout à mobiliser des stratégies pour les résoudre. On voit bien que l'objectif est bien sûr de leur permettre de devenir progressivement des lecteurs véritablement autonomes, des lecteurs conscients des enjeux de la lecture et capables d'y recourir pour répondre à leurs besoins.
Les programmes proposent enfin dans la partie, donc ceux qui ont vu les programmes, les nouveaux programmes, donc fonctionnent par tableau. Donc il y a une colonne connaissances et compétences associées et une colonne qui s'intitule Exemple de situation, d'activités et d'outils pour l'élève. Donc on trouve également dans les programmes un ensemble d'activités qui permettent d'apprendre aux élèves à construire la compréhension d'un texte et également à manifester cette compréhension. Alors, quel est l'enjeu ici? Alors, bien sûr, il est double. D'une part, je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler, sans doute un problème de formation initiale sur ces questions de lecture, et notamment de formation de l'ensemble des enseignants. Donc, il faut que les programmes fournissent peut-être un certain nombre d'indications, mais l'enjeu est notamment de rompre avec la pratique généralisée et parfois exclusive des questionnaires de lecture, des questionnaires qui sont trop souvent limités à du prélèvement d'informations. Et là, donc le lien se fait, je veux dire, avec les questions d'évaluation. Le fait de travailler sur les résultats de PISA ou d'autres évaluations nous ont bien montré que, effectivement, nos élèves sont entraînés à prélever des informations, mais beaucoup moins à d'autres types de compétences, et notamment celles qui vont permettre de mettre ces informations en relation les unes avec les autres, de les intégrer pour construire une compréhension globale des documents qui leur sont soumis. Donc, ces questionnaires, effectivement, les élèves ont pris l'habitude d'être guidés dans leur lecture par des questionnaires qui morcellent la lecture et qui ne les développent pas chez eux. Donc, cette capacité à mettre en relation les informations pour construire la compréhension globale des textes et des documents. Donc, voilà aussi peut-être comment il faut comprendre un certain nombre d'indications qui sont dans les programmes. Il s'agit aussi d'ouvrir, parce que ce n'est pas tout de dire qu'il faut travailler la compréhension, ça va rester un vœu pieux si en même temps on ne fournit pas un certain nombre d'indications didactiques et pédagogiques sur la manière de s'y prendre pour travailler autrement qu'en posant systématiquement des questions aux élèves. Alors, l'enseignement de la compréhension que prévoient les nouveaux programmes prend également en compte la diversité croissante des textes et documents, là aussi il en a été question, que les élèves sont amenés à rencontrer en avançant dans leur scolarité. Et évidemment, il faut adapter la démarche de compréhension au type de documents qu'on a à lire. Il faut adapter aussi à la pluralité des enjeux de la lecture. Alors, dès le cycle 2, il est demandé de pratiquer différentes formes de lecture. Au cycle 3, à côté de l'entrée comprendre un texte littéraire et l'interpréter, le programme fait figurer comprendre des textes, des documents, des images et les interpréter. Il s'agit de développer la démarche de compréhension dans les différents enseignements qui font appel à la fois du texte, mais je l'ai dit aussi tout à l'heure en évoquant le socle, également à d'autres formes d'expression et de représentation, dont l'image. Alors, les nouveaux programmes du cycle 3 et du cycle 4 insistent tout particulièrement sur la nécessité d'un apprentissage explicite de la compréhension de ce que la recherche a pu appeler les documents composites, c'est-à-dire des documents associant plusieurs formes d'expression, du texte, de l'image, des schémas, un tableau, des graphiques, etc. Et les documents de ce type, par exemple, les doubles pages de manuel sont l'exemple même du document composite, sont particulièrement complexes, leur lecture n'est pas linéaire. Il demande une mise en relation, une intégration d'informations de nature et de statut hétérogènes pour construire une signification. Jusqu'ici, leur compréhension ne faisait pas l'objet d'un enseignement explicite. Enfin, elle peut, certains enseignants la font peut-être, mais en tout cas, ça n'apparaissait pas dans les textes officiels. Si on ajoute qu'avec le numérique, cette complexité s'accroît, puisque les documents peuvent combiner du texte, de l'image et du son, et qu'ils peuvent être liés par des hypertextes. Là aussi, on en a parlé. Eh bien, on voit bien qu'il y a de nouveaux défis à relever en ce qui concerne la lecture, et les programmes entendent rendre les enseignants attentifs à la manière dont on lit et comprend ce type de documents afin d'enseigner aux élèves des démarches et des stratégies de compréhension adaptées. Parmi les différentes formes de lecture auxquelles les nouveaux programmes demandent d'initier les élèves, la lecture littéraire occupe une place particulière. Alors, non seulement, bien sûr, je l'ai dit, il y a tout de même la lecture à sa place dans les programmes de français. Je vais juste vous demander de faire juste attention au timing. D'accord, j'ai en principe presque fini.
Donc, une place particulière non seulement au collège, où le professeur de français est aussi un professeur de lettres spécialiste de l'enseignement de la littérature, mais également à l'école et notamment au cycle 3, puisqu'un volet intitulé Culture littéraire et artistique a été ajouté dans le programme de français, à l'instar du cycle 4, afin de proposer non pas une liste d'œuvres, mais de grandes entrées et des questionnements qui orientent les choix de lecture et permettent des mises en relation de textes entre eux et de textes et d'œuvres d'art. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est la construction d'une culture, mais c'était déjà le cas pour la littérature des programmes actuels. En outre, la capacité à établir des liens entre les œuvres est aussi ce qui permet la compréhension et l'interprétation. Et cette aussi de compétences culturelles, je crois que la citation proposée en entrée ce matin le montrait bien, montrer son importance. Les nouveaux programmes ajoutent aux enjeux littéraires des enjeux de formation personnelle, des questionnements ouverts sur le monde et une conception de la lecture comme expérience à partager dans la classe. Et ils prennent aussi appui sur les recherches menées depuis une quinzaine d'années sur la lecture littéraire, et ça, Jean-Louis Dufayis vous en parlera cet après-midi. Ils insistent sur la nécessité de partir de la réception des textes et des œuvres par les élèves, telle qu'elle peut se manifester par exemple dans les cahiers ou carnets de lecture. Donc là, il s'agit de favoriser une appropriation subjective des textes lus, et cet investissement subjectif est nécessaire pour que la lecture fonctionne, en particulier dans le domaine de la fiction, puisque c'est au lecteur de remplir les blancs du texte, en créant des images mentales, en faisant notamment appel à son expérience pour donner sens et cohérence à ce qu'il lit. Alors, la confrontation ensuite dans la classe de ces différentes lectures singulières va permettre tout à la fois de résoudre des problèmes de compréhension et de mettre en évidence ce qui, dans un texte littéraire, peut faire l'objet de plusieurs interprétations. Et c'est dans ces débats interprétatifs, dans ces retours au texte, que d'autres postures de lecture vont pouvoir se développer, plus attentives au fonctionnement des textes et sensibles aux effets esthétiques. Bon, là encore, le temps manque, mais si je faisais référence à PISA, c'est les lecteurs qu'on appelle éclectiques et profonds qui sont les lecteurs les plus performants. Les lecteurs éclectiques et profonds, ils ont toutes sortes de lectures et ils savent justement varier leur posture de lecture. Alors qu'elle était définie juste ici essentiellement par des modalités de lecture propres à l'enseignement secondaire, la lecture analytique, la lecture de l'œuvre intégrale, eh bien la lecture littéraire est présentée et définie dans les nouveaux programmes, et en particulier dans le programme du cycle 3, comme une compétence spécifique à développer. Pour conclure, j'insisterai sur le fait que les nouveaux programmes, davantage encore que les précédents, ne conçoivent pas la lecture comme une activité isolée, mais la place en interaction constante avec les autres activités langagières, compréhension, expression orale, écriture, et avec l'étude de la langue. Le lien avec l'écriture y est tout particulièrement souligné. Il s'agit tout autant d'écrire pour mieux lire que de lire pour mieux écrire, ce qui était l'orientation dominante jusqu'ici. Alors non seulement il faut établir un continuum entre l'oral et l'écrit, en faisant notamment de la lecture orale entendue un moyen d'entrer dans les textes et de travailler sur leur compréhension, mais il faut considérer l'écrit comme un tout et mettre à égalité, comme y invitent les programmes, lecture-écriture, afin que les apprentissages se confortent. Et plus généralement, on l'aura compris aussi avec la lecture littéraire, la compréhension en lecture est inséparable de ces enjeux, et on notera d'ailleurs que le programme d'enseignement moral et civique demande explicitement de prendre appui sur la littérature, aussi bien pour développer la culture de la sensibilité que pour former le jugement et réfléchir sur les valeurs qui fondent notre société. Et plus généralement, et pour toutes les formes de lecture, l'apprentissage de la compréhension ne peut en aucun cas se réduire à un entraînement qui perdrait de vue ce qu'on attend de la lecture. Parce que c'est aussi le danger, quand on insiste trop sur une nouvelle dimension, de provoquer des conséquences qui ne sont pas celles qu'on souhaiterait. Donc, il faut toute approche qui réduirait la compréhension à un enseignement technique et négligerait de lui donner du sens pour les élèves courrait le risque d'apprentissage sans lendemain. C'est pourquoi, s'il faut enseigner la compréhension comme le demandent les programmes, il est tout aussi nécessaire de veiller à ce que les élèves se soient appropriés la finalité et les enjeux d'une telle démarche. C'est dire s'il importe de ne jamais réduire la lecture à une série de réponses destinées à valider une demande purement scolaire. Je vous remercie. Pendant que le jury prépare éventuellement une question, je voudrais préciser qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées, dont certaines trouveront leur réponse dans d'autres interventions durant la journée, donc je ne les mentionne pas. Mais le jury est prêt, allez-y. Attendez, on n'entend pas votre micro, patientez 2 secondes. Allez, prenez l'habitude de le tester avant. Désolée. Ouais.
Merci Madame l'inspectrice générale. Véronique Montangeron, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la SH dans le Rhône. Donc nous avions prévu de vous poser une question pour laquelle vous avez déjà en grande partie répondu, mais la deuxième partie nous semble particulièrement intéressante. Donc nous voulions vous questionner sur l'item suivant. Comment faire pour que les conférences de consensus qui font évoluer les pratiques éducatives puissent également produire des effets sur les pratiques, notamment au collège, enfin plus particulièrement au collège, et comment faire pour que ces conférences de consensus s'intègrent dans le cadre des formations initiales et continues des professeurs du premier et du second degré. Comment faire? C'est en ce moment déjà ont lieu un peu dans toutes les académies les formations sur les nouveaux programmes du collège. Donc je pense que certains collègues inspecteurs sont présents ici dans la salle. Donc ce travail est en train d'avoir lieu pour le collège. Est prévu aussi, je pense encore en même temps ou un peu après, des formations sur les nouveaux programmes du cycle 3 qui devraient associer justement professeurs des écoles et professeurs de collège. Donc ce travail de formation est en cours. Et je pense qu'il va continuer. Évidemment, ce n'est pas avec une journée de formation. Là, on est dans le début de ce travail, avec une journée de formation par enseignant sur les programmes disciplinaires. Après, il y a des formations sur les d'autres aspects. Et effectivement, la difficulté, je crois, va être notamment pour ce qui est de cette question de la compétence transversale en lecture. Puisque c'est là qu'on a une difficulté de ciblage, parce que, on va s'adresser aux professeurs de français, on va leur dire un certain nombre de choses sur la lecture. À l'intérieur du cycle 3, là, sur les professeurs des écoles, effectivement, sont davantage sensibles à ces questions-là, puisqu'ils sont polyvalents. C'est un peu plus difficile après d'arriver à diffuser cette question de la lecture comme compétence transversale. Le cadre de formation reste à trouver. Bon, je pense que, comme il y a beaucoup de choses à faire cette année pour la mise en place de la réforme du collège, peut-être que les années à venir devraient permettre d'y consacrer davantage. Mais ce n'est pas un travail nouveau. Je veux dire, il y avait déjà des formations sur la maîtrise de la langue dans toutes les disciplines. Peut-être qu'on peut espérer que les nouveaux programmes vont permettre de relancer ce travail-là. Reste évidemment la question de la formation initiale, et je souhaiterais que, comme pour l'université de M. Desutter, il y ait effectivement un cours commun en formation initiale, dans les masters ou même avant, hein, en tout cas partout où il y a de futurs enseignants. J'ai une question qui m'a été posée, dont je ne suis pas certaine de comprendre le sens, mais peut-être vous le pouvez, donc je vous la pose, qui est très précise, qui dit « Les programmes précisent les habiletés nécessaires à la compréhension qui doit être enseignée de façon explicite. Toutefois, ces habiletés ont été, entre guillemets, épurées entre le projet de programme et la mouture finale. Pourquoi ?» Moi, je ne la comprends pas, cette question, mais peut-être vous parle-t-elle? Peut-être pas. Non, voilà, elle ne juste... me parle pas. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu dans la réécriture. J'ai plutôt d'épuration. J'aurais plutôt l'impression, entre les programmes ont plutôt grossi entre les premiers projets qui avaient été soumis en juin et la version. Donc, en tout cas, il faudrait peut-être effectivement des cas plus précis, mais j'ai pas l'impression qu'en tout cas sur ces aspects-là, il y ait eu quelque chose qui a été enlevé. Mais bon. Je pense que la personne qui a posé cette question nous transmettra des précisions. Une question du jury encore? Oui, Dominique Provost, chargé de mission et éducation dans les Pyrénées-Atlantiques. Thierry Rocher nous rappelait tout à l'heure l'écart entre les filles et les garçons au niveau des performances en lecture. Quels seraient d'après vous les éléments des nouveaux programmes sur lesquels on pourrait s'appuyer pour essayer de résoudre cet écart? Je ne sais pas si le temps va permettre de répondre à ça, mais je fais deux pistes. Je crois que dans les évaluations, il y a des résultats qui montrent que pour ce qui est de la lecture numérique, l'écart garçon-fille se réduit. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose dont il faudrait s'emparer. Dire que je pense que, on sait bien dans les représentations de la lecture est vue comme une activité essentiellement féminine. Et donc, ça fait partie, notamment à l'adolescence, c'est pas quelque chose qu'investissent volontiers les garçons. En tout cas, certains garçons, évidemment pas ceux de milieux favorisés pour qui la lecture a une signification. Donc, le passage au numérique
fait que la lecture est associée à autre chose, et c'est sans doute peut-être en passant par en rentrant par là, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est celle qui concerne la façon de faire lire la littérature aujourd'hui. Les nouvelles pratiques fondées sur l'investissement du sujet lecteur, le fait que la lecture devienne une expérience collective et ne soit pas quelque chose qui est une expérience singulière et silencieuse, que ce soit quelque chose qui soit réellement partagé, qui fasse appel à l'expérience du sujet. Je pense qu'elle est de nature aussi peut-être à réconcilier davantage les garçons avec la lecture. Voilà, c'est deux pistes, deux hypothèses. Elles ne sont pas du même ordre, mais en tout cas, ces deux-là se trouvent dans les nouveaux programmes. Donc si on s'en empare, on peut peut-être arriver à commencer à changer quelque chose.